Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être fidèles à Late et Smart durant une heure, comme chaque soir avec mes deux invités. On va tenter de mieux comprendre l'actualité économique du jour, en tout cas l'actualité économique du moment, avec deux grands thèmes ce soir. Comme tous les soirs, d'abord, on se demandera comment prévoir, comment anticiper le yo-yo de la conjoncture, avec comme point d'accroche ce rapport de la Cour des comptes ce matin qui a validé, comme un tampon, a validé l'exécution budgétaire 2020 de l'État, tout en critiquant celle-ci sur un point qui peut paraître un petit peu étonnant, notamment justement en propos d'anticipation et d'exécution du budget. La Cour des comptes qui a reproché à l'État de s'être trompé de 31 milliards sur la fin de l'année 2020 entre la 4e révision budgétaire et l'exécution, finalement, d'avoir annoncé des dépenses publiques de soutien à l'économie de 31 milliards supérieurs à ce qu'elles ont été en réalité, et puis finalement de basculer cette somme considérable sur 2021. Ça pose la question, effectivement, de la fiabilité dans la période de crise incroyable qu'on a pu connaître et qu'on connaît depuis un an. Ça pose la question de la fiabilité des prévisions, du suivi de cette conjoncture, à la fois d'un point de vue macroéconomique et puis avec le pendant, évidemment, pour l'activité de tous les jours de cette conjoncture du point de vue des entreprises et des entrepreneurs. Dans la deuxième moitié de l'émission, nous intéresserons, on fera une espèce de comparatif entre deux annonces d'actualité des entreprises hier, de grosses annonces. On en avait parlé hier dans l'émission, le dénouement, en tout cas pour l'instant, dénouement du feuilleton Suez-Veolia, avec donc l'accord entre les entreprises pour créer un nouveau géant des services à l'environnement autour de Veolia. C'est une opération à 12-13 milliards d'euros, le rachat de Suez. En tout cas, c'est la valorisation de Suez avec un cours de un petit peu plus de 20 euros par action. Et puis le même jour, Microsoft a annoncé une acquisition en cash pour 19 milliards de dollars, c'est-à-dire beaucoup plus d'argent. Je ne dirais pas que ça a fait une brève, mais pas loin. Et effectivement, c'est une opération qui va se faire très vite, alors que, je rappelle, Veolia-Suez, ça a duré 9 mois, c'est pas fini, ça va en durer encore des mois, peut-être même une année avant que ça soit finalisé. Est-ce que, on ne vit pas dans un autre monde quand on voit ces différences à la fois de montant, de nature des opérations, de facilité des opérations, comment résister à cette course à la taille quand on est en France par rapport à ce qui peut se passer dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. Ce sera le deuxième débat de l'émission. Avec mes deux invités, à ma droite, Véronique Riche-Flores, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste indépendante. À ma gauche, François-Xavier Combe, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes entrepreneur, votre entreprise s'appelle EasyBlue, vous êtes un assureur en ligne spécialisé sur TPE, indépendant, entrepreneur, c'est ça? Exactement. Exactement. Merci à tous les deux d'être là. Donc on verra qu'on aura deux points de vue complémentaires précisément sur ces sujets. Tout de suite, la question apéritif, on va parler d'un gros chiffre, 424 milliards. Question apéritif autour de ce chiffre, donc 424 milliards d'euros. C'est un chiffre qui a sorti ce matin le Figaro à partir de calculs d'Olivier Dussopt, le ministre des Comptes publics. 424 milliards d'euros, le titre, la facture astronomique du Covid-19 pour la France. Alors qu'est-ce que c'est que ce chiffre qu'on ne connaissait pas encore, ce chiffre vertigineux? C'est à la fois du point de vue budgétaire pour l'État sur 3 exercices, 2020, 2021 et 2022 l'année prochaine, à la fois le manque à gagner et le coût pour l'État de cette crise sanitaire et économique, c'est-à-dire en gros en comparant les 3 exercices budgétaires, un réalisé, un en cours, un projeté, par rapport à ce qu'étaient les 3 projections pour les comptes publics avant cette crise, donc telles qu'étaient les projections au début de l'année 2020. Donc à la fois le manque à gagner et les dépenses supplémentaires de l'État sur ces 3 années, ça donne, ça a disait le ministre qui a calculé ce chiffre, semble-t-il, relayé par le Figaro ce matin, 424 milliards d'euros. Est-ce que d'intituler ça la facture Covid, alors vous n'avez pas regardé le détail des chiffres, moi pas encore, moi non plus, mais tel que c'est présenté, voilà, je précise, écart entre les déficits publics prévus avant la crise et ce que le ministre en charge des comptes publics a finalement inscrit dans son programme de stabilité, donc qu'il doit envoyer à Bruxelles ou qui a déjà envoyé à Bruxelles. Ce qui manquera dans les caisses de l'État par rapport sur ces 3 années cumulées, par rapport à ce qui était imaginé début 2020 avant cette crise sanitaire. Est-ce qu'appeler ça la facture Covid, ça vous paraît cohérent,
crédible ou est-ce que alors il y a sûrement des choux et des carottes là-dedans, mais Oui, non, je pense. Alors, appeler ça la facture Covid me choque pas. Je pense qu'effectivement, c'est en tout cas une première estimation de la facture Covid. Qui, à mon avis, a de fortes chances d'évoluer encore. Hein. Et finalement, alors, l'ordre de grandeur, finalement, est dans la norme. Hein. J'ai plutôt l'impression qu'on est même en bas de la norme internationale, en tout cas du monde là, développé. Sur 3 ans, ça fait 20 points de PIB. Voilà. Ça fait en cumulé. Donc, vous voyez, 20 points de PIB, si vous regardez aux États-Unis, au Royaume-Uni. Alors, c'est vrai que les programmes à venir dans ces deux pays sont absolument gigantesques et n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'on envisage en France ou en Europe continentale. Mais finalement, oui, c'est le coût. Et je pense qu'on va probablement pas être loin d'une estimation mondiale de l'ordre de ces ordres-là, hein. Et peut-être même un petit peu au-dessus. Donc rien de bien surprenant, sachant que vous l'avez dit, même si ça paraît des gros chiffres. Oui, ce sont des gros chiffres. Enfin, ça, depuis un an, on est habitué. On n'est pas passé au trillion encore. Ouais. Hein, vous avez noté en Europe, en France et tout, donc ça ne saurait tarder. Mais pour l'instant, donc oui, on a malheureusement pris l'habitude des gros chiffres et ce chiffre est particulièrement important, mais il est exceptionnel avec vous l'avez souligné, à la fois un manque à gagner sur les recettes, qui est absolument gigantesque, forcément, hein, ne serait-ce que les recettes de TVA, sans parler des recettes d'impôts directs, etc. Et puis la partie dépenses, là aussi, est également considérable, parce qu'il a fallu déployer des dépenses à la fois sanitaires, médicales, sociales, pour maintenir l'emploi, et qu'il va falloir en déployer encore considérablement pour essayer de remettre l'économie sur les rails, de reformer les gens, d'assurer des reconversions, d'investir un peu dans nos économies et en plus d'essayer d'impulser une croissance un peu plus verte, même si, d'ailleurs, vous l'avez constaté, je pense que je ne suis pas la seule à le dire, on ne va pas assez vite en la matière. Donc, voilà, je pense que ce chiffre est à peu près en ligne avec les attentes. Alors justement, vous disiez, ça va évidemment des chiffres qui vont être revus, ne serait-ce que l'exercice en cours et a fortiori le prochain pour 2022. L'idée que la facture Covid, c'est cette différence sur 3 exercices, 2020, 2021, 2022, sous-entendu, à 2022, on aura clos d'un point de vue de la facture économique l'épisode Covid. Est-ce que ça vous paraît raisonnable? Est-ce que vous pensez qu'en 2023, alors après on ne va pas tirer des plans sur la comète, mais on traînera encore dans les finances publiques un impact de cette crise 2020-2021? L'approche dominante, hein, ici comme dans beaucoup de pays, c'est on regarde le moment à partir duquel on va retrouver le niveau d'avant-crise. Donc ça, c'est à peu près charnière 2021-2022. Et l'épidémie actuelle, enfin les relevés épidémiologiques actuels nous incitent plutôt à repousser un petit peu dans le temps. Mais ça, c'est sans compter, sans imaginer même qu'on récupère ce qu'on a perdu tout au long du premier semestre 2020. D'accord ? Donc, effectivement, la facture de ces pertes qui ne sont pas récupérées, elle va traîner. Elle va traîner probablement plus longtemps. Oui. Et c'est tout l'enjeu des politiques de relance pour essayer de récupérer plus vite ce qu'on a raté en début d'année 2020. Et malheureusement, si on n'a pas de perspectives qui permettent d'envisager qu'on récupère ce manque à gagner, ça veut dire que la facture va traîner et qu'elle va, au fur et à mesure, s'alourdir. François Combe, quel regard porte l'entrepreneur, le jeune entrepreneur? En plus, votre boîte a été créée en 2019, donc juste avant cette crise que vous portez sur cette facture un peu colossale qui intègre aussi un certain nombre d'aides aux entreprises, à la fois via la prise en compte du chômage partiel, tout le fonds de solidarité pour les métiers qui ont été très très bousculés. En fait, je vous rejoins tout à fait. Dans la facture globale, elle est factuelle. C'était des mesures absolument nécessaires, donc elles étaient vitales. Il y aura certainement des effets de traîne dans le monde de l'entreprise et dans l'entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui, il y a moins de faillites d'entreprises parce qu'elles ont été portées et aidées par des PGE et des mesures d'aide qui parfois masquent des entreprises qui n'étaient pas en grande forme. Et elles ne récupéreront jamais leur chiffre d'affaires. Donc, il y a aussi la question stratégique du plan de relance. Et on voit déjà qu'aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, il y a des moyens colossaux qui sont mis, et en fait l'enjeu il est presque du point de vue de l'entrepreneur de se situer après et de se dire comment on rebondit, comment on transforme notre économie et avec quels moyens. Et là aussi c'est une question que moi je me pose, c'est cette lisibilité qui va être retour à la confiance et après il y a la dette aussi
que ça occasionne. Hein. Il y a les questions philosophiques pour les enfants. Oui, on va y revenir rapidement. Juste une question. Une toute jeune entreprise comme la vôtre, au moment de la crise, est-ce qu'elle a bénéficié d'aide quelconque ou vous étiez trop petit ou pas assez? Nous, on est une boîte digitale. Donc, nous, du jour au lendemain, on a switché en télétravail et en fait, nous, on avait beaucoup de boulot. Donc, en fait, on a continué à travailler. On a fait un PGE parce que voilà, c'était important de sécuriser. Comme vous le dites, on est une jeune boîte. Nous, on a souffert de manière induite. Vous avez sollicité le PGE ou c'est votre banquier qui l'a proposé? Parce qu'il y a eu beaucoup de oui, il y a eu les deux. J'ai eu le petit coup de fil du banquier qui, bon, je dis, ok, on y va. La trésorerie, c'est pour faire son chiffre. C'est important. Donc, évidemment, on l'a pris. Après, on a souffert, comme tout le monde, parce que nous, on assure aussi beaucoup de jeunes créateurs d'entreprises. Donc, on est vraiment sur ce marché-là. Évidemment, il y a des gens qui ont repoussé leurs projets. Mais néanmoins, on voit quand même qu'il y a une dynamique en 2020, malgré tout, à l'entrepreneuriat. Et c'est assez surprenant. Allez, ça fait le lien tout de suite avec le premier débat plus important de l'émission, avec autour des yo-yo de la conjoncture. Premier débat ce soir s'intitule « Comment prévoir le yo-yo de la conjoncture ?» et comme accroche dans l'actualité, je voudrais vous faire part d'un rapport de la Cour des comptes, alors pas le rapport annuel classique, traditionnel de la Cour des comptes, le rapport sur la validation de l'exécution du budget 2020, ce matin par la Cour des comptes qui nous dit, alors d'abord rapidement, l'incidence de la crise Covid-19 sur le solde budgétaire en 2020, selon la Cour des comptes, alors évidemment c'est pas les mêmes chiffres que ce qu'on évoquait à l'instant avec les chiffres de M. Dussopt, mais pour la Cour des comptes, c'est 92 milliards. Et elle évoque une marge d'incertitude importante qui rend compte de l'ampleur de la crise. Le déficit budgétaire au sens strict, il est donc, selon la Cour des comptes, de 178 milliards d'euros. Donc il a doublé en 2020 par rapport à 2019, était déjà significatif, 85 milliards, mais évidemment doublé. La dette, là encore, la dette de l'État au sens strict, c'est pas la dette Maastricht, donc c'est que, entre guillemets, que 2001 milliards d'euros, qui s'est également fortement accru. Et la Cour des comptes qui dit, suite à une forte surévaluation des dépenses sur la fin de l'année 2020, les crédits non consommés ont donné lieu à des reports massifs sur 2021. Cette situation induit une confusion des exercices contraire au principe d'annualité budgétaire, avec un report massif de plus de 31 milliards d'euros d'un exercice sur l'autre, ce qui ne plaît pas à la Cour des comptes, ce qui fait dire au papier de Covid-19 dans le Figaro, la Cour des comptes fustige la gestion gouvernementale du quoi qu'il en coûte. Cet écart considérable reflète, selon la Cour des comptes, un manque de réalisme des prévisions budgétaires. Donc, 31 milliards, donc par rapport entre eux, notamment l'essentiel portant sur l'enveloppe de mesures de soutien qui avait été imaginée par le gouvernement dans la troisième ou quatrième loi de finances rectificative de 2020. Ça montre, d'où l'expression yo-yo de la conjoncture, ça montre la difficulté dans une période absolument unique, telle qu'on l'a connue et qu'on continue à la connaître, non seulement à faire des prévisions à moyen terme, mais même à très court terme, parce que cette loi de finances rectificative, on était en novembre 2020, donc on était quand même plus très loin de la fin de l'année. Et malgré tout, l'État s'est entre guillemets gouré à hauteur de, selon la Cour des comptes, de 32 milliards d'euros, alors qu'il restait 6 semaines à courir. Ça montre quand même la grande spécificité de cette crise et la difficulté de l'exercice, même si en l'occurrence la Cour des comptes tape avec sa règle sur les doigts du gouvernement, mais on imagine que c'était pas simple, ça n'a pas forcément été fait exprès. Qu'est-ce que ça vous inspire comme remarque, cette espèce de plantage à hauteur de 30 milliards, de plus de 30 milliards sur l'exercice 2020? Plusieurs remarques. Alors là, pour le coup, il faut quand même évoquer des circonstances atténuantes. En tout cas, exceptionnelles. Exceptionnelles. Donc atténuantes, oui. Incontestablement, tous les économistes se heurtent à la même incertitude. Et rappelez-vous, je crois, Bruno Le Maire, la bonne surprise de la consommation du mois de décembre ou de la production, enfin, je ne sais plus, voilà. On a tous été un petit peu surpris par la rapidité avec laquelle, une nouvelle fois, dès qu'on a desserré un petit peu les contraintes sanitaires, redonné un peu de liberté, pouf, c'est reparti très vite. Et du coup, ça a laissé la place à beaucoup d'optimisme sur la suite. Bon, on verra pour ça. Mais donc, je pense et tout ceci est intimement
intimement liés. C'est-à-dire qu'effectivement, la croissance repart, on recrée de l'emploi, ou en tout cas, on en détruit moins. Il y a plus de recettes fiscales, il y a moins de soutien social, moins de dépenses. Et tout va très, très vite dans un contexte où, on l'a vu avec les évolutions du produit intérieur brut, durant tout le courant de l'année 2020, des swings absolument énormes et qu'on n'a jamais vus depuis, même pas pendant la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs. Donc voilà, tout ceci explique ces difficultés à anticiper, à prévoir. Alors après, dans les dépenses, vous avez également des contraintes entre ce qui est décidé de distribuer et le moment à partir duquel effectivement c'est distribué ou quoi. Donc je pense que là, on est malgré tout dans l'épaisseur du trait. Et je crois que ça va incontestablement continuer. Pourquoi ? Parce qu'on a... Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Vous disiez comment prévoir. Finalement, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle, vous avez entendu parler des effets de base, des effets d'acquis. Je vais vous dire juste une chose. Au niveau mondial, la fin de l'année 2020 s'est terminée à un niveau supérieur de 4% à la moyenne de l'année 2020. Autrement dit, comme les économistes publient leurs prévisions en moyenne, comparaison moyenne sur moyenne, eh bien 2021, si on ne fait rien du tout, si la croissance est de 0 au cours des 4 prochains trimestres, on aura une croissance de 4%. Voilà. Au niveau mondial. L'acquis de croissance. C'est l'acquis, parce que c'est déjà fait, c'est statistique, on est remonté, vous regardez la moyenne, vous êtes déjà là, bon, bah, c'est fait, enfin voilà, 4% sont faits. Dans le cas de la France, on est à 3,6, ce qui est une exception au niveau européen. On est plutôt très bien lotis par rapport à la moyenne, ce qui va nous offrir, et là on peut le dire, probablement le luxe d'avoir une croissance confortablement supérieure à l'Allemagne cette année. Est-ce que, pour autant, le profil de croissance sera plus avantageux en France qu'en Allemagne ? On se donne beaucoup de moyens pour essayer de le faire avec peut-être en contrepartie des risques sanitaires proportionnels. Mais bon, toujours est-il que on voit bien que beaucoup est lié déjà à ce qui est fait. Et que le flux de nouvelles, sauf si on reconfine ou qu'il y a à nouveau un gros regain. Il y a toujours un point d'interrogation par rapport à la situation sanitaire, évidemment. Voilà, le scénario de base, on arrive à peu près à redonner un petit peu, à réouvrir notre économie d'ici l'été. Ça ne veut pas dire un retour à des conditions normales, on l'a compris, notamment pendant la période estivale. Mais grosso modo, c'est-à-dire que la marge d'erreur, elle n'est pas très importante. Allez, si on veut simplifier, on va dire entre 4 et 6. Ouais. Si on a 4,5, on sera quand même déçu. Mais 4,5, Bercy était à 6 il y a 2 mois, est passé à 5, à plus 5 il y a 2 semaines. Compte tenu de ce qu'on a fait en 2020, finalement, vous comprenez que la réception de la nouvelle, elle n'est pas transcendante et ça ne va pas bouger. Donc, on est dans ce monde-là, effectivement, où on s'habitue à l'épaisseur du trait. Le trait est assez épais quand même, hein, mais la base est là, sauvée par les effets d'acquis. Un autre exemple, l'inflation. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne sait plus du tout où on est en matière d'inflation. Donc, on entend beaucoup parler d'inflation, etc. Et puis, vous lisez dans une note du Bureau du travail américain qui produit les statistiques américaines que, grosso modo, il a arrêté de sonder à peu près l'équivalent de 34% de l'indice dans les services. Forcément, les services sont fermés, donc on ne peut pas sonder les prix. Hein. Et ça veut dire que toutes ces mesures économiques sont complètement bancales, complètement triturées. Là, dans cet exemple-là, on a moins d'indicateurs. On a toujours de l'inflation. Puis on ne nous dit pas, attention, ce chiffre-là n'inclut pas 34% de l'indice qui d'habitude est suivi. Et puis, ces activités vont réouvrir. Comment est-ce qu'on va les réintégrer ? Que vont faire les statisticiens nationaux ? On n'en sait rien. Alors, je ne vous dis pas du côté du gouvernement comment on jongle avec les masses budgétaires, etc., dans ce contexte-là. Donc, c'est un capharnaüm. Et là, pour le coup, je pense qu'il y a vraiment des circonstances atténuantes. Je ne m'attacherai pas trop à ces détails, si ce n'est que je pense que la transparence en matière de méthode serait très utile, et notamment utile pour les professionnels de l'économie qui essayent d'y voir clair et de faire la part des choses et de savoir au moins quelle est la solidité des informations sur lesquelles ils vont travailler. Alors, François-Xavier, vous n'avez pas révisé votre budget 2020 à hauteur de 34 milliards. Non. En même temps, voilà, quel que soit le niveau, vous avez vécu en tant qu'entrepreneur une année 2020 aussi sûrement avec des yo-yo, en tout cas avec une visibilité assez faible. Témoignage, là encore, voilà, vous aviez commencé tout à l'heure. C'est ce qu'on évoquait à l'instant. Vous disiez que vous avez senti les choses plutôt s'accélérer en ce qui vous concerne. Oui, en fait, il y a eu un trou d'air, évidemment, au premier confinement, parce qu'évidemment, toute l'économie du jour au lendemain est fermée. C'est logique. Les gens qui étaient porteurs de projets se disent « je suis chez moi, je ne vais pas lancer un business ».
Donc avril, pas bien. Et fin mai, on a commencé à avoir un rebond. Et Surtout après, quand vous parlez d'indépendants, une de vos spécialités, il y a les commerçants là-dedans. alors, il y a des commerçants, on a vu émerger des e-commerçants. Ouais. Du coup, l'adaptabilité du tissu entrepreneurial est très intéressante de notre point de vue, du côté créateur. Et puis, beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent dans le digital, dans la formation, évidemment des métiers qui supportent le travail à distance. Et donc, nous, on a eu en tout cas un afflux de clients assez important avec quelque chose de très robuste sur toute l'année 2020. Après, sur les mesures d'aide, il ne faut pas oublier que c'est les entrepreneurs qui doivent solliciter les mesures d'aide. Elles ne sont pas automatiques. Et effectivement, il y a eu des paramétrages en fonction des confinements ou des reconfinements ou des décélérations. Enfin, à chaque période, il y avait des mesures particulières. Il faut avouer que les petits entrepreneurs, ils étaient complètement perdus. Et il y en a plein qui n'ont pas demandé d'aide et qui ont fait une espèce de résilience, qui se sont dit je me mets en stand-by, je recommencerai à telle date. Voilà. Donc je pense que tout ça explique cela. C'est vrai que c'est une zone de brouillard qui est complexe avec des stop and go qui sont à intervalles très réguliers. Donc, Et genre, pour l'année en cours, par exemple, est-ce que vos prévisions, vous avez poursuivi la pente vous avez tiré le trait de l'année, encore une fois, je rappelle, votre entreprise est encore toute jeune, elle a à peine 2 ans d'exercice. C'est ça. Et nous, on est obligé de faire de l'hypercroissance, c'est notre modèle. Et du coup, en fait, on est plutôt sur une vision optimiste de sortie de crise en disant ça ira beaucoup mieux, mais on reste ambitieux et on reste quand même dans nos chiffres, dans nos tendances, parce qu'encore une fois, nous, on est dans le monde digital. Et on voit bien que cette crise a eu un effet très profond. C'est le basculement du monde qu'on anticipait dans une révolution digitale dans les 5-10 ans. Et on voit qu'en fait, des usages sont arrivés beaucoup plus vite qu'on imaginait et changent la donne très profondément. Aujourd'hui, imaginez-vous que depuis son canapé, on peut assurer toute son entreprise chez nous, sur une plateforme, alors qu'il y a quelques mois, si on interrogeait les gens, ils auraient dit « mais non, mais vous êtes fous, moi, je n'imagine pas faire les choses comme ça ». Donc, voilà, on a basculé dans un autre monde, je pense. Et typiquement, j'en termine avec le témoignage, mais un dernier point, par exemple, il y a 15 jours, quand on décide de reconfiner, partiellement, ou version 3.2 du reconfinement ou du confinement, vous, EasyBlue, vous revoyez vos tableaux de chiffres ou vous dites... Non, on continue. D'ailleurs, le mois de mars, c'est le meilleur mois de notre histoire, le mois qu'on vient de terminer. Donc, on continue. Et d'ailleurs, c'est que chaque mois soit le meilleur mois de l'histoire quand on est en début de... Bien sûr, mais en même temps, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'écroulement comme on avait pu le constater il y a 1 an. Et je pense aussi, on le voit au quotidien, que les gens qui ont envie de monter une boîte, l'entrepreneuriat, comme je disais tout à l'heure, est très robuste. Et les gens sont décidés. Là aussi, il y a eu quelque chose de révélé. Le télétravail a fait que certains salariés se sont dit à distance, avec des outils, je suis autonome. Et c'est cette vie que je veux avoir, et donc je me lance dans l'entrepreneuriat. Et donc on voit le nombre de créations d'entreprises en 2020, une année énorme. Donc il y a aussi ça qui est un phénomène intéressant. Donc là, vous en bénéficiez directement. Oui, parce que nous, on est vraiment... D'abord, les services sont pensés vraiment pour les créateurs. Oui, mais la finition, avant de devenir une multinationale, il faut démarrer par petit. Et donc, là-dessus, vous en bénéficiez. Véronique, vous disiez, on est relativement sûr de soi, avec une petite marge sur l'année en cours. En tout cas, dès qu'on parle des gros chiffres, compte tenu à la fois de l'inertie des mouvements et puis des acquis que vous expliquiez très bien. Est-ce que ça veut dire que, je reprends mon exemple, puisque c'était mon actualité d'accroche de début de sujet, est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas imaginable, parce qu'on connaît mieux aussi la façon dont l'économie réagit à cette crise au fil des mois. On dit que l'entreprise est plus résiliente à chaque fois, que les confinements ont un impact moindre. Alors, c'est des confinements moins drastiques, mais à chaque fois, le deuxième confinement était avec un impact moindre que le premier, et que le troisième aura un impact moindre que le deuxième, parce qu'à chaque fois, les entreprises s'adaptent, etc., en termes de baisse du PNB. Est-ce qu'on peut exclure que sur l'exercice budgétaire 2021, on ait un delta comme ça de plusieurs dizaines de milliards d'euros, parce qu'on sait mieux, on connaît mieux, on sait mieux où on va, y compris à Bercy, où on est censé gérer cet argent public?
Je crois pas qu'on puisse l'exclure. J'ai plutôt l'impression même que le contexte nous expose à ce type de surprise dans un sens ou dans l'autre. Et parce que derrière ces chiffres, malgré tout, il y a un travail souvent de fourmi, d'estimation. Je ne vous dis pas le temps que j'ai passé à estimer la croissance du deuxième trimestre, puis du troisième trimestre, les effets rattrapage avec une réouverture supposée de l'économie à telle date, ou peut-être un peu moins que la réouverture totale, et puis le comportement d'épargne. Donc il y a d'énormes incertitudes. Vous avez eu deuxième trimestre la chute 2020, troisième trimestre une récupération spectaculaire. Si on tirait le trait à partir du troisième trimestre, on serait aux anges aujourd'hui. Bon, ça s'est pas passé comme ça. D'abord, il y a eu l'épidémie, mais surtout, au-delà de l'épidémie, on voit que plus cette épidémie persiste, plus il y a une espèce d'usure et de perte de confiance, notamment chez les consommateurs. C'est peut-être pas le cas, mais je pense dans certains domaines industriels également ou professionnels, c'est également le cas. Et que cette usure interroge beaucoup quant aux conséquences, justement, sur le comportement. La traduire en milliards, c'est exactement, compliqué. Voilà. Vous avez une accumulation d'épargne qui avoisine 200 milliards d'euros quand même, de la part des ménages aujourd'hui en France. Ça veut dire quoi demain ? Comment elle va revenir, cette épargne ? Est-ce qu'elle va revenir ? Et quand on agite le spectre d'une politique restrictive des finances publiques à horizon du prochain mandat, pourtant c'est loin, mais quand même présidentiel, vous, économistes, tout de suite, c'est à ça que vous pensez. Tiens, c'est peut-être pas trop le moment si on veut que l'épargne se normalise. Donc, vous voyez qu'il y a des tas de choses. Et malgré tout, avec la communication des chiffres, donc j'ai moi-même mon scénario, mais il y a le FMI, l'OCDE, les gouvernements qui pensent beaucoup plus. Des prévisions de croissance ou de n'importe quoi. Et quand on annonce une croissance mondiale de plus de 6%, c'est spectaculaire, ça n'a jamais été observé depuis le début des années 60, depuis qu'on a les statistiques. Et ça crée des attentes. Et en réalité, on sait bien, nous, que ces attentes seront déçues, forcément, parce que dans ces 6%, je vous l'ai dit, il y a déjà 4% qui sont faits. Donc le restant à venir, ce qui va faire le flux de nouvelles, risque d'être décevant. Et la grande interrogation, c'est quelle est la réaction de l'agent économique face à cette déception. Je ne vous parle même pas des marchés, c'est encore un peu plus complexe aussi, mais voilà, c'est vraiment un tissu d'interrogations, de questionnements qui vont conditionner finalement la confiance, enfin le niveau de confiance et son évolution, et finalement beaucoup de ce que seront les résultats à la fin de l'année. Même question que celle que quand je posais à François-Xavier sur son budget ou ses prévisions de croissance à lui. Quand il y a 15 jours, il y a l'annonce du reconfinement, machin. Est-ce que vous retournez dans votre tableau Excel en moulinant les formules à la baisse par rapport à vos prévisions, ou c'est trop tôt, ou le lien est pas direct? Je crois qu'hier, la Banque de France nous a dit avril, ça va être -7 par rapport au niveau, sachant que le mars, c'était -4 par rapport au niveau d'avant-crise. Voilà, est-ce qu'il y a des conséquences comme ça par rapport aux annonces sanitaires sur votre travail d'économiste, de prévision, je veux dire, en suivant les différentes annonces du chef de l'État ou du Premier ministre? Il y en a eu en permanence courant 2020. Ouais. Ça s'est calmé un petit peu depuis le mois de novembre, l'année dernière, N-1, confinement, reconfinement. Voilà. Parce qu'effectivement... Deuxième confinement. On est à cheval, on est entre deux. C'est pas un confinement, c'est pas tout à fait un reconfinement, mais pas tout à fait... Enfin bon, bref. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on apprend à vivre avec cette épidémie. Ce qui fait que les coups d'arrêt sont beaucoup moins violents. Vous avez également un gros secteur qui est important, celui de la construction. Et moi, quand le chef de l'État, au mois de novembre, nous a dit cette fois-ci, hors de question d'arrêter les travaux publics, ça voulait dire déjà beaucoup. C'était énorme comme capacité à amortir le choc. Et ça a marché, effectivement. Donc, on a une économie, effectivement, qui est plus résiliente, entre guillemets, mais il y a ce facteur d'usure. Donc, pour l'instant, nous, on n'a pas revu quoi que ce soit. On n'a même pas ouvert nos fichiers, d'ailleurs, pour revoir, en se disant... Si le pari tient, c'est-à-dire qu'on rebloque, mais que, avant l'été, on peut retrouver une activité économique à peu près normale,
ça mange pas de pain sur la prévision. On va peut-être réviser de 5 dixièmes notre prévision, mais c'est pas la peine d'en faire quand on est à 6%. Passer à 5,5, je pense que c'est pas une grande nouvelle, compte tenu du degré d'incertitude justement sur le chiffrage. Par contre, c'est très clair que si on n'arrive pas à réouvrir suffisamment nos économies d'ici, donc on va dire fin juin, mais fin juin c'est vraiment l'extrême limite, alors là oui, ça va mordre. C'est vraiment. Sinon, on est encore dans une dynamique où on peut avoir du rattrapage, ce fameux effet élastique. Ouais. Et c'est ça, en fait, une bonne partie de notre appréciation va être d'estimer cet élastique. Est-ce qu'on peut y croire ou est-ce qu'il commence à se distendre parce que usure, parce qu'on capitule, parce que... Voilà, aussi succès ou pas de la stratégie vaccinale. Quand aujourd'hui on apprend qu'aux États-Unis ils suspendent le vaccin Johnson & Johnson, que du coup le laboratoire décide de suspendre ses livraisons à l'Europe aussi, alors qu'on sait qu'en France on y compte pas mal au Johnson & Johnson. Vous avez une recrudescence de l'épidémie qui touche les plus jeunes. Ce type d'annonce doit être suivi effectivement pour savoir, parce qu'à l'arrivée ça peut faire une différence sur la réouverture de l'économie, qui est l'enjeu majeur que vous évoquez. Exactement, c'est la date de réouverture de l'économie et du coup des effets d'escalier qui, si on les décale trop, cela joue fortement sur la moyenne. Et voilà. Et je pense que le plus dur vraiment, c'est cette question d'usure en parallèle. Enfin, c'est la confiance. Est-ce que la confiance arrive à être maintenue? Et là, on sent que ça commence à être dur. Et il y a tout aussi l'aspect qui a été évoqué sur la digitalisation de nos économies, une accélération absolument faramineuse, et celle-là, elle fait trembler en matière de perspectives d'emploi. Et ça participe de ces inquiétudes que peuvent avoir en particulier les ménages sur l'avenir, et donc peut-être que ça participe, ça rend plus favorable sans doute un scénario où le taux d'épargne restera durablement supérieur en tout cas à ce qu'on avait avant la crise. François-Xavier, vous disiez plus il y a d'auto-entrepreneurs, mieux vous vous portez, puisque c'est votre créneau d'assureur en ligne spécialisé sur ces métiers-là. Est-ce que, par rapport à l'impact de la crise sur ces vocations, ce que vous avez expliqué tout à l'heure, est-ce que vous dites c'est un one-shot, du coup tous les gens qui avaient envie ça les a motivés à franchir le pas, ou est-ce que ça va être durablement, on aura durablement plus d'auto-entrepreneurs et de création d'entreprises qu'avant? Alors, je peux introduire une petite nuance sur... nous, on voit des auto-entrepreneurs, c'est un excellent sas pour devenir entrepreneur, mais on en voit beaucoup qui dépassent les seuils et qui deviennent des sociétés. Donc ça, c'est un phénomène intéressant aussi. Moi, je pense que fondamentalement, comme je disais, on a changé de monde, on a aussi fait se questionner individuellement chaque personne, dans le métro boulot dodo, dans le sens de sa vie. Et je crois que la fuite de beaucoup de gens des grandes métropoles vers la campagne, vers la province, vers des vies, tout le monde ne sera pas fait pour ça. Il y a des gens qui ont... Il y aura vraiment un miroir qui... Il y aura toujours des gens qui auront un métier normal. Mais néanmoins, je pense que fondamentalement, il y avait des très grandes tendances aux États-Unis, dans tous les pays de l'OCDE, à l'entrepreneuriat avec des prévisions quasiment en 2030, avec un équivalent d'emploi indépendant face à l'emploi salarié. Moi, je pense qu'effectivement, on rentre dans ce monde. Alors évidemment, qui va créer des distorsions, qui va créer des problématiques sociétales à régler, parce que les gens qui ont un savoir dans le digital, donc dans des métiers de la connaissance, dans la formation, etc., ont la capacité de se mettre à leur compte, d'autres non. Donc il y a aussi toutes ces questions qui sont devant nous, mais je pense que fondamentalement, il y a un mouvement il y a des choses qui ont craqué, et il y a des gens qui se disent oui, moi je veux devenir entrepreneur. Allez, Emma, on marque une courte pause, restez avec nous, on se retrouve dans un instant. On va s'interroger sur le fait se poser la question de savoir si ce nouveau monde qui a changé, qu'évoquait à l'instant François-Xavier Combes, c'est le même des deux côtés de l'Atlantique du point de vue des entreprises. Retour dans Late et Smart. Merci de rester avec nous. Deuxième partie de l'émission. Course à la taille. Comment résister? Point d'interrogation. C'est la question que je pose à mes invités dans cette deuxième partie, avec à partir de deux annonces dans le monde de l'entreprise, des grosses entreprises. Deux annonces qui datent de la journée d'hier, lundi. D'abord, dans le capitalisme français, la fin du feuilleton Veolia-Suez. Veolia-Suez, 7 mois d'une partie de poker musclée, écrivait ce matin
le quotidien Les Échos évoquant l'accord conclu ce week-end entre les deux parties. On en a parlé hier dans l'émission. Suez valorisé au nouveau prix auquel Veolia procède à l'acquisition, c'est une capitalisation de 13 milliards d'euros environ. Alors évidemment, la valeur de l'entreprise, il faut rajouter la dette, ça double ce chiffre et on parle d'une valeur de 13 milliards. Le même jour, Microsoft aux États-Unis a annoncé l'acquisition, sa plus importante acquisition depuis LinkedIn il y a 5 ans maintenant, une boîte qui s'appelle Nuance, qui manifestement était sûrement connue des spécialistes, mais enfin qui n'avait pas une notoriété qui allait au-delà jusqu'ici, pour regarder 19,7 milliards de dollars, un spécialiste de l'intelligence artificielle, la télémédecine, spécialisé aussi notamment sur la reconnaissance vocale, presque 20 milliards de dollars donc qui va être payé intégralement en cash par Microsoft, alors que Veolia, pour acheter Suez, il y a besoin d'une augmentation de capital, de la dette, de cession d'une partie des activités, alors que Veolia est une des plus grosses boîtes françaises. Microsoft, et en plus, voilà, dernier élément de comparaison, un peu pour se faire un peu du mal. L'opération Suez-Veolia, déjà ça fait 9 mois que ça dure, et puis ça va durer encore au moins 9 mois avant que ça se finalise, probablement un peu plus, compte tenu du besoin à la fois de consulter les autorités antitrust dans un certain nombre de pays. Et alors Microsoft, à côté, il fait un chèque, 20 milliards, et on passe à la suite. Alors évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain non plus chez Microsoft, mais j'avais envie de poser cette question. Voilà, est-ce qu'on vit dans le même monde que ces grosses boîtes américaines? Il n'y a pas que des boîtes américaines, mais quand même beaucoup. Tiens, je démarre par l'entrepreneur. Vous êtes dans la fintech, hein, oui. Vous êtes un petit acteur pour l'instant et on vous souhaite de devenir un géant dans le monde de la fintech. Il y a beaucoup d'opérations. Tous les jours, hein, dans les journaux, on voit machin qui rachète trucs, des technologies de paiement, voilà. Notamment, vous, c'est l'assurance, qui n'est pas encore d'ailleurs complètement numérisée, disruptée. C'est sûrement l'opportunité que vous comptez saisir vous-même avec EasyBlue. Dans votre univers de la fintech, vous voyez quand même passer beaucoup d'opérations, un coup de milliards, etc. Qu'est-ce que vous vous dites par rapport à votre nationalité française? Et alors ça se passe bien, vous nous disiez que vous avez une très forte croissance, tout va bien, mais oui, mais quand on voit ce qui se passe faut avouer que, ailleurs, alors, nous, quand on regarde nos compétiteurs, en fait, pour nous, le terrain de jeu, quand on est une start-up, dans l'ADN, c'est de regarder la planète. Enfin, c'est ça qui est vraiment aussi intéressant et excitant. Dans notre domaine de l'assurance digitale, pour les TPE, eh bien, on a un exemple parfait qui est Next Insurance, qui est une entreprise qui s'est montée en 2017, exactement sur le même segment de marché que nous. Aujourd'hui, ils ont 2 ans avant, mais c'est pas. Voilà. Voilà. Moi, je les ai vus à Las Vegas. J'étais allé, donc il y a un forum d'Insurtech Connect à Las Vegas en 2018. D'accord. Ils avaient 4000 clients. Ils avaient déjà levé 20 millions de dollars. Aujourd'hui, ils ont levé 880 milliards de dollars. Millions de dollars. Ce qui est colossal. Alors, en plus, en Europe, on a la chance d'avoir une directive européenne sur la distribution qui fait qu'on a un marché unifié. Il y a des langues différentes, mais on a quand même un marché unifié. Aux États-Unis, la réglementation et la législation par État est un peu plus complexe en termes d'assurance. Donc ma réflexion d'entrepreneur, c'est que souvent, je suis un peu frustré, même très souvent frustré, de me dire qu'on a potentiellement les savoir-faire digitaux. Aujourd'hui, nos talents sont chassés à l'international et on n'est pas capable d'avoir l'écosystème suffisamment intuitif et puissant. Là, je parle vraiment de financement. Alors qu'en fait, si on n'est pas assez créatif pour se dire il faut investir là, il suffit de regarder aux États-Unis pour savoir ce qui va se passer chez nous dans les années qui viennent. Oui, voilà. Pour ça a toujours été un petit peu le cas. Oui, mais ça continue. dans tous les domaines. Et on ne voit pas, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de courbe d'apprentissage. Vous, EasyBlue, vous seriez candidat à, je ne sais pas, lever beaucoup plus d'argent pour accélérer, avoir beaucoup plus d'ambition. C'est ce qu'on dit. De temps en temps, il faut. Vous savez, le marché européen de l'assurance est l'un des premiers marchés au monde. Donc évidemment que nous, c'est ce que font les Américains quand ils identifient un grand marché qui est à disrupter avec une technologie de rupture. En fait, quand l'entrepreneur cherche à lever 5 millions, ils disent non, on va mettre 20. Et puis on sait que c'est. Alors nous, vu de l'Europe, on est tout le temps en train de dire ils sont un peu fous. Qu'est-ce qui vous bride? C'est vos interlocuteurs Je pense qu'on a une question de culture encore. Je pense qu'en France en particulier, la culture entrepreneuriale a beaucoup gagné dans les 10 dernières années. Je pense qu'on a fait un grand chemin. Quand on parle de Startup Nation, c'est pas forcément galvaudé. Je pense que on y arrive petit à petit. Il y a des écosystèmes, il y a la BPI. Je dénigre pas ça.
mais on ne va pas assez vite. On est dans une compétition mondiale. Et ce que vous donnez comme exemple est tout à fait symptomatique. Alors c'est tiré par les cheveux parce que c'est deux secteurs qui n'ont rien à voir, etc. Et puis, mais c'était juste parce que c'était deux annonces le même jour et que je voulais mettre un doigt sur... Il n'y a pas d'Amazon européen, il n'y a pas de Google européen. Aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à les faire émerger. Il y a des licornes qui arrivent, donc tant mieux. Mais voilà, je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus vite. Véronique, votre regard sur ce comparatif un peu tiré par les cheveux que j'ai fait par rapport à deux opérations d'hier, volontairement, mais c'était pour lancer le débat, évidemment. Oui, bien sûr. Non, je pense qu'on se heurte toujours, effectivement. Enfin, on connaît bien l'appétit américain et la facilité, en tout cas vue d'Europe, de lever des capitaux aux États-Unis, de financer des projets, y compris quand on est sur des stratégies ou des domaines qui peuvent être bien plus incertains, d'ailleurs, que par exemple celui que vous venez d'évoquer. Donc, il y a... mais les choses bougent en Europe, je crois, incontestablement. Trop lentement. Il y a l'argent est là, rien qu'en France, vous disiez vous-même, il y a 200 milliards qui dorment sur les comptes bancaires et sans parler de l'assurance vie. Il y a 200 milliards de plus depuis 2 ans, là, enfin même pas. L'argent est là. Il y a 1500 milliards d'assurance vie dans le pays. L'appétit pour le risque est clairement différent en Europe et pas spécialement en France. Je pense que c'est vraiment européen. Peut-être que la France est un peu plus... Je ne suis même pas certaine aujourd'hui que la France se distingue. On a fait beaucoup de progrès. Je pense que BPI France aussi a une influence qui finit par modifier les mentalités de beaucoup, des politiques, des banquiers, des acteurs, finalement, de nombreux acteurs, mais on est encore très loin du compte. Et effectivement, c'est dommage parce qu'on a quand même le sentiment qu'à force d'être ralenti, on finira par ne plus exister. Et c'est tout l'enjeu de la stratégie européenne et de ce qu'on pourrait espérer et voir changer dans les prochains, très rapidement. Ça n'en prend pas forcément le chemin. Oui, après, voilà, quand on compare Microsoft au secteur même aussi important que l'eau en France, on n'est quand même pas tout à fait sur la même niche. Non, si évidemment. Et puis après, en termes d'emploi, il y a beaucoup plus d'emplois chez Suez. Également, etc. Oui. Suez, c'était 90 000 personnes, nuance. Dit, la course au gigantisme a quelques aspects effrayants également. Donc mais il y a un juste milieu et clairement, l'Europe n'est pas au juste milieu, elle est clairement à la ramasse. Voilà, pour dire les choses... Dans votre métier d'assurance, vous disiez, c'est pas tout le temps qu'on entend ça, que le marché européen était assez unifié en termes de réglementation, parce que souvent on entend dire que l'espèce de marché unique, il existe sur les marchandises, mais sur les services, il existe assez peu, et que souvent les startups, même françaises, plutôt qu'aller créer maintenant, à une époque, il fallait créer des filiales un peu dans différents pays d'Europe. Aujourd'hui, plus personne ne fait ça parce qu'on perd beaucoup trop de temps. La première filiale étrangère, il faut la créer aux États-Unis parce qu'on a accès à 330 millions d'habitants tout de suite, ce qui est pas... Vous dites sur l'assurance, au contraire, c'est une directive qui s'appelle la DDA, donc c'est la directive sur la distribution d'assurance qui ça veut dire que vous-même, vous pouvez opérer dans d'autres pays européens. En fait, nous, la solution technologique qu'on a construite, elle est agnostique en termes de pays. Donc, elle est adaptée à la norme européenne, et donc en fait, on peut demain plugger un contrat de RC Pro pour un Italien, pour un Espagnol. Donc en fait, il y a le socle contrat qu'il faut négocier et construire, mais la machine qu'on a construite, la techno qu'on a, elle est capable de s'exporter, évidemment en Europe, d'abord sur ce champ réglementaire, puisqu'en fait, on est vraiment sur un champ qui est très, très, très encadré, avec un devoir de conseil renforcé. Et nous, une fois qu'on l'a fait pour la France, on peut le faire pour l'Europe. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont positives, qui ne sont pas très souvent dites, mais voilà, ce qu'on peut voir comme une contrainte est finalement une opportunité. Est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée dans votre métier de l'assurance ? On voit que dans pas mal de domaines, les nouveaux entrants, je ne vais pas parler soit de la voiture électrique, soit de la distribution, où effectivement les leaders mondiaux sont des entreprises qui n'existaient pas il y a 20 ans. Est-ce que dans 10-15 ans, les champions de l'assurance, ce seront des champions de l'assurance aujourd'hui, ou vous pensez qu'ils auront été, pas forcément par vous, ou tant mieux si c'est par vous, mais ils auront été balayés par, même question dans la banque, que je poserai peut-être à Véronique, mais balayés par des nouveaux entrants. Ou est-ce que, parce que selon les métiers, c'est très différent. Je pense qu'il y a 3 ans,
je n'aurais pas été, quand on lisait voilà, ce qui s'écrit dans le monde de l'assurance, on aurait plutôt été sur une consolidation. C'est un marché très structuré avec des acteurs puissants, des acteurs mondiaux qui sont des géants industriels de l'assurance, qui auraient plutôt tendance à acheter les startups qui émergent. En réalité, aujourd'hui, avec l'accélération digitale, on se rend compte qu'il y a vraiment des possibilités, et on voit encore des grosses startups, je suis désolé, américaines, qui sont un petit peu pionniers là-dessus sur l'assurance, qui risquent de déstabiliser profondément l'état du marché et qui seront certainement les grands acteurs de demain. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien avoir en tête que l'industrie de l'assurance a été la première à adopter l'informatique dans les années 50. Et en fait, aujourd'hui, les grandes compagnies ont un poids IT qui est très lourd. Oui. Les nouveaux acteurs partent du... Le métier de l'assurance, c'est du risque, c'est des maths. Hein. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, c'est très compatible avec l'intelligence artificielle, la data, tout ce que développent les startups, à une échelle qui peut se déployer très très vite, et surtout dans des environnements... Il y a une notion de confiance, de marque, enfin, on est plus rassuré, j'imagine. Les choses sont en train de changer. Je pense que cette crise a aussi révélé, quand même, en tout cas dans ma partie, entre les entrepreneurs et leurs assureurs, un désamour, en tout cas une crise de confiance, alors qui est à tort partagé, parce que les clients ne lisent pas les contrats et les assureurs ne les rendent pas très intelligibles non plus. Donc il y a vraiment un champ à investiguer pour être transparent et accompagné de pédagogie. Néanmoins, on voit qu'il y a de la place pour des marques émergentes. Et la question de la confiance, elle se gagne relativement vite, puisque, par exemple, nous, dans notre cas, on ne construit pas les produits seuls, mais on peut travailler avec des réassureurs et des grands assureurs, et donc on crée des choses un peu plus hybrides. Mais je crois que on est en train de vivre ce qui était un petit peu un des derniers pans, parce que c'est vrai que l'industrie de l'assurance n'était pas beaucoup changée. Là, on est en train de connaître vraiment une accélération très, très profonde. Je ne sais pas pourquoi je voulais vous poser la question de la banque, mais je le pose. Bon, il y a des métiers, effectivement, je ne sais pas quoi, dans l'hôtellerie, ça ne sert plus à rien d'avoir des hôtels. Le leader, c'est juste une plateforme qui vend qui vend des nuits sans être propriétaire d'aucun hôtel, par exemple. Booking, il y a plein de métiers historiques qui ont été totalement bouleversés par des nouveaux acteurs. La banque, pas encore. La banque classique, pas encore, même si on voit beaucoup de banques émergentes, mais on sent, notamment en France, que ça stagne. Alors, va peut-être y avoir un moment où les trucs vont se casser, hein. Effectivement, le mur va se casser. Vous l'imaginez dans des métiers où confier son argent à une structure, c'est quand même un gage de confiance majeur. Vous imaginez les grands acteurs, les monstres bancaires de l'Occident se faire dépasser par... Je pense que... il y a une quasi-certitude, effectivement, c'est comme vous dites, les monstres bancaires traditionnels peuvent se faire dépasser s'ils ne sont pas capables d'évoluer avec leur temps et de changer leur structure et leur modèle pour proposer, pour s'aligner sur tout le modèle digital. Voilà. Sinon, il me semble que le plus probable, c'est finalement un système hybride où effectivement on va avoir de nouvelles pratiques, de nouvelles boîtes, des startups, etc., avec de nouveaux services, une nouvelle philosophie du service qui n'existe pas encore totalement au niveau bancaire. Hein. Si vous voulez souscrire un crédit, par exemple, en ligne, c'est quand même, enfin, un crédit, pas un crédit à la consommation, enfin, je sais pas, mais un crédit un peu pour l'habitat ou autre, ou pour une entreprise, c'est à peu près, voilà, c'est à peu près impossible aujourd'hui. Hein. Donc, il y a, à partir du moment où c'est impossible, voilà, forcément, ça limite le changement. Mais je pense que ces plateformes-là vont se développer et elles vont offrir de plus en plus de services qui vont mettre en concurrence à la fois les banques et l'assurance. C'est tout à fait la même chose dans l'assurance, à mon avis. Donc, il faut véritablement que ces anciennes entreprises évoluent et proposent des produits au moins aussi compétitifs que ce que proposera la concurrence purement digitale. Et c'est plutôt comme cela que j'imaginerais l'avenir, c'est-à-dire quelque chose d'hybride, hein. Pas forcément la victoire des startups sur les anciennes ou la fermeture du développement pour les startups, hein. Mais probablement qu'il y aura, ça veut dire sans doute des concentrations également. Hein, alors justement, vous disiez tout à l'heure, la course au gigantisme, notamment de ces GAFA, peut inquiéter. Alors, elle inquiète d'autant plus qu'ils ne sont pas français ni européens. En l'occurrence, ceux-là, ils sont américains. Il y a les Chinois en embuscade, mais on ne les voit pas encore tellement concrètement chez nous. Est-ce que du point de vue... alors,
Veolia Suez, c'est un rapprochement, c'est une entreprise qui grossit, qui est pas dans les mêmes dimensions, mais quand même. Est-ce que, du point de vue de l'efficacité économique, la constitution ou le renforcement de gros acteurs dans tous les domaines, avec un rayonnement mondial, alors ça date pas d'hier les multinationales, hein, mais globalement elles sont quand même plus, peut-être moins nombreuses et plus grosses aujourd'hui que ça a pu être le cas avant. Du point de vue de l'efficacité économique, c'est plutôt une bonne chose. Il faut être plus gros pour exister. C'est le discours de monsieur Frérot, le patron de Veolia. Il y a deux aspects, effectivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même le sentiment que si vous n'êtes pas gros, vous avez du mal à assurer votre résistance, votre survie. Hein. C'est un peu le dilemme, me semble-t-il. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois, moi, Veolia Suez. Parce que ce deal-là est destructeur de valeur. Hein. Veolia Suez, c'était deux entités qui, normalement, auraient dû pouvoir continuer et qui étaient complémentaires et qui n'étaient pas sur les mêmes niches, etc. Donc, il n'y a pas de logique ou de défense pure et simple de l'acquisition et de la fusion. En revanche, il y a la question, effectivement, de la survie dans un monde de gigantisme où si on n'a pas la capacité d'être gros, eh bien, on a toutes les chances de se faire manger. Et du coup, du point de vue stratégique, que ce soit pour la France ou pour l'Europe, d'ailleurs, on aimerait que ce soit pour l'Europe, mais pour l'instant, on n'y est pas. Ça devient un élément de stratégie économique, structurelle. Et à partir de là, effectivement, on est obligé de jouer dans cette cour-là. De toute façon, est-ce que c'est efficace économiquement et sur le moyen ou long terme? Personnellement, je ne le crois pas. Et je crois qu'à un moment donné, on va avoir des accidents et on va avoir des politiques qui vont défaire les choses. Mais on n'est clairement pas là. Hein, donc, notamment parce qu'il y a aussi une confrontation de blocs, hein, et donc effectivement il faut exister comme voilà. Et en termes de la concurrence aussi a ses effets positifs, et quand il y a un monopole trop puissant, on sait aussi que c'est extrêmement nuisible à la bonne santé économique, au développement harmonieux de l'offre, sans parler de celui de l'emploi, donc voire de la satisfaction des besoins et des services d'ailleurs. Mais le nom de votre entreprise, Easyblue, il n'est pas typiquement français. Ça veut dire que vous avez une ambition au moins européenne, François-Xavier? Oui, depuis le début, on a vraiment ça en tête. On a ça dans notre ADN. On est une petite entreprise, on est 18 personnes, mais on parle plus de 8 langues. Donc, oui, parce que pour cette même raison... Ça veut rien dire dans votre métier, le nombre de personnes. Effectivement, Instagram, quand ils ont été rachetés, je crois qu'ils étaient 12. Oui, on peut faire des grandes choses. En fait, c'est porté dans le projet en lui-même, parce que justement, il y a un grand mouvement de l'entrepreneuriat et qu'on sait que nous, ce qu'on construit, la technologie qu'on construit, elle est tout à fait applicable à un entrepreneur espagnol, italien, américain. Et voilà. Donc, depuis le début, on a ce goût de l'aventure pour se dire on se met dans ces conditions pour potentiellement exporter notre savoir-faire. Allez, il nous reste même pas 5 minutes. Je voudrais vous faire réagir à une ou deux petites actualités par ailleurs. C'est l'after tout de suite. C'est un serpent de mer ou un fil rouge dans cette émission, on en parle régulièrement, les crypto-monnaies, le Bitcoin qui aujourd'hui a dépassé non seulement les $60 000, les $61 000, les $62 000 aujourd'hui, pour grimper donc évidemment de nouveau à son plus haut historique, ce Bitcoin, et ce à la veille d'une introduction en bourse qui va faire parler, on en parlera sûrement encore demain dans l'émission, demain à Wall Street, d'une plateforme d'échange de crypto-devises qui s'appelle Coinbase et qui devrait être évaluée par les marchés, valorisé le chiffre modeste de 100 milliards de dollars. Donc non seulement les crypto-devises, on ne sait pas trop ce que c'est pas physique, mais en plus la plateforme qui permet de les échanger elle-même vaudra demain, semble-t-il, 100 milliards de dollars. Vous êtes un peu dans la fintech, c'est raisonnable tout ça? C'est jusqu'où? Oui, c'est l'émergence de ce nouveau monde. On est vraiment spectateur de choses dont on pensait que c'était assez exotique parce que c'était très technique. Alors pour le coup, le Bitcoin, comme on ne sait pas qui l'a inventé, c'est pas particulièrement américain. Hein. Alors non, mais c'est mondial. Et c'est quand même une monnaie qui n'est pas nationale. C'est quand même incroyable. On est en train de vivre ça. On trouvait ça exotique, on pensait que c'était réservé à des geeks qui faisaient ça dans leur coin. On se rend compte que c'est en train de prendre une ampleur. Là encore, Tesla l'annonçait. On va pouvoir acheter des Tesla en Bitcoin.
Et voilà, c'est... Ils ont acheté pour 1,5 milliard de bitcoin avant de dire ça. Il est pas, oui, mais il est malin, Elon Musk. Il a bien joué avec le cours, c'était sympa, mais tout le monde en a profité. Je pense que c'est pas anecdotique, c'est réellement des jalons historiques qui vont modeler ce nouveau monde. Après, philosophiquement, on peut s'interroger. D'ailleurs, il faut questionner l'innovation et tout ce que ça comporte en quête de sens. Mais néanmoins, on ne peut que dire que c'est quelque chose de puissant. Cette émission, cette chaîne, elle n'a même pas un an. On a parlé du Bitcoin qui refranchissait les 10 000, puis les 20 000, puis les 30 000, puis les 40 000, puis les 50 000. Les 60 000 $, une réaction rapide. On se dit, tout ça est un peu dingue, mais finalement, c'est peut-être le monde de demain, vous diriez ça ? Non, j'entends bien l'innovation et la lecture de ces phénomènes par le chemin de l'innovation. Moi, j'ai envie quand même de rappeler ou de m'interroger sur la résistance de ces phénomènes-là dans un contexte où les banques centrales seront peut-être pas toujours en rendez-vous pour inonder les marchés de liquidités comme elles l'ont fait ces dernières années. Je pense que les deux sont intimement liés et qu'au-delà de l'aspect technologique ou de la révolution technologique, je pense d'abord à un effet détourné des politiques monétaires hyper accommodantes qu'on a eues ces dernières années, avec comme conséquence effectivement la perte de la confiance de la monnaie, qui, elle, est régie par les banques centrales. Donc, à partir de là, effectivement, on introduit une autre approche et on lie cette question-là à une problématique beaucoup plus large, le devenir des banques centrales et de la politique monétaire telle qu'on l'a connue depuis le milieu des années 90, en fait, ces banques centrales indépendantes qui semblent quand même avoir, allez, excusez-moi l'expression, mais bien foutu le bazar. Avec cette inflation du prix des actifs financiers dans tous les sens, jusqu'à l'exemple caricatural ou pas, enfin en tout cas excessif ou pas, enfin en tout cas colossal en termes de hausse de ce Bitcoin. Allez, pour terminer, rien à voir, on parlait on faisait un comparatif entre Veolia et Microsoft. Autre élément d'interrogation quant à savoir si on vit dans le même monde que nos amis d'outre-Atlantique, cette petite annonce qui circulait ce matin sur Twitter, qui avait été envoyée par une Française installée à New York, entre 100 000 et 130 000 $ par an pour une nounou. C'est à Philadelphie que ça se passe. Il y a des gens qui cherchent une nounou à plein temps, quand même, pour ce prix-là. Parler français est un plus. Sachez-le. C'est à Philadelphie, donc même si l'annonce a été postée à New York, on vit dans le même monde que ces gens-là qui payent une nounou 130 000 $ par an. Alors, je pense qu'au moment où on parle, on montre que les gens ont déjà répondu, il n'y a plus de place. Je pense qu'à ce prix-là, oui. C'est démesuré. Ils peuvent être sévères aussi. Mais... C'est même assez provocateur. Enfin, je pense que je ne sais pas ce qu'il y a derrière dans l'intention. Ou alors c'est juste un bon exemple du marché de l'offre et de la demande et qu'il n'y a pas de raison que s'il y a un problème d'offre de bonnes nounous, que les prix ne s'envolent pas, non ? Votre sentiment d'économiste. Sans doute. Et puis, c'est également qu'il y a certaines familles qui peuvent s'offrir des services luxueux. On en avait avant les précepteurs. Maintenant, on a la nounou parlant français à New York. Voilà, je pense que c'est une belle illustration aussi, finalement. Oui, c'est vrai, les mêmes gens pouvaient avoir 5 ou 10 domestiques avant. Donc, on revient à quelque chose qu'on n'a pas forcément aimé, on n'a pas forcément envie d'y retourner, mais qui, incontestablement, est bel et bien de retour. Bon, tant mieux pour la nounou qui aura le job. Merci à tous les deux d'avoir été à mes côtés ce soir. Merci à vous de nous avoir regardés. Très bonne soirée. On se retrouve demain, même heure sur Bismart.